Alors, ce qu'on a vu là, c'est qu'il y avait, à l'instar du nombre d'or, du nombre plastique, qui lui est en degré 3, alors que le nombre d'or est plutôt en degré 2, hein, il y avait une propriété des nombres intéressante, qui était finalement, qui peut se résumer à être un anti-algébrique réel, donc être racine d'un polynôme unitaire sur Z, avec pour autre racine de ce même polynôme uniquement des éléments, des complexes, de modules strictement inférieurs à 1. Et il faut que le réel soit, lui, supérieur à 1, évidemment, pour que ce soit intéressant. Alors, ça, ces nombres-là, on a appelé ça les nombres de Piso. Alors, pour la motivation, je parlerai d'approximation diophantienne. D'accord ? Voilà, les nombres de Piso peuvent être utiles dans les approximations diophantiennes. Regardons ça. On va prendre un nombre comme racine de 10. D'accord ? Qui, bon, lui, c'est un anti-algébrique. Hein. Il est racine de x2 moins 10, mais ce n'est pas un nombre de Piso. Racine de 10, sont conjugués dans le polynôme x2 moins 10, et ben, ça va être moins racine de 10. Et moins racine de 10 n'est pas de module strictement inférieur à 1. Donc, si on veut une approximation rationnelle, donc c'est ce que j'appelle une approximation diophantienne, si on veut une approximation rationnelle de racine de 10, vous allez me dire, il y a d'autres moyens, mais, bien sûr, mais bon, là on va voir une méthode assez générale. Ici, vous prenez dans le corps Q de racine de 10, vous allez trouver un nombre de Piso. Et là, bon, ben, j'affirme qu'il y a un nombre de Piso, il y en a d'autres, hein, mais il y en a un, c'est 3 plus racine de 10. Alors pourquoi c'est un nombre de Piso? Ben parce qu'il est racine de x2 moins 6x moins 1. Bon, vous le vérifiez, c'est pas difficile, hein, parce que son conjugué, ça va être 3 moins racine de 10. Et donc la somme, ça fait 6. Le produit, ça fait 9 moins 10, ça fait moins 1. Donc hein, vous connaissez la formule. Alors, donc voilà son conjugué. Et lui, son conjugué, évidemment, puisque le produit fait moins 1, et que lui est strictement supérieur à 1, eh bien, son conjugué va être de valeur absolue strictement inférieure à 1. D'accord ? Donc, lui, ça y est, on m'a montré, tout bêtement, que lui, c'était un nombre de Piso. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, ça veut dire que quand je vais prendre ces puissances, ça va être des presque entiers. Vous n'avez pas besoin d'aller bien loin, hein, d'accord ? Prenez juste la puissance 3, après si vous prenez la puissance 20, évidemment, c'est énorme. Mais la puissance 3, vous pouvez faire encore les calculs avec vos petits doigts. Et puis, vous, ici, hein, vous voyez bien, quand vous allez développer 3 plus racine de 10 au cube, eh bien, vous allez utiliser le binôme de Newton. Et ici, vous allez avoir 117 plus 37 racine de 10. Bon, très facile à obtenir. Et d'autre part, bah, ça va être à peu près, ça va être un presque entier, et vous pouvez vérifier que c'est presque 234. Hein, d'accord, ça, c'est parce que c'est un nombre de Piso, hein, et ça ne va pas aller en s'arrangeant, hein, ce truc-là, parce que plus vous prenez des puissances grandes, plus ça va être proche d'un entier. Donc, c'est ce qu'on avait vu dans la dernière vidéo. Alors, ça veut dire, regardez, vous avez une presque égalité, on va dire. Donc, on fait 234 moins 117, tiens, ça fait 117, encore une fois, et divisé par 37. Donc, on a une approximation de racine de 10 de 117 sur 37. Voilà. On peut, si vous n'êtes pas tout à fait convaincu, prenons bêta égale racine cubique de 2. Donc, Q de bêta, donc ça c'est un nombre, c'est un entier, hein, même algébrique réel, racine de x3 moins 2, et on a Q de bêta, hein, d'accord. Et dans Q de bêta, imaginons qu'on
retrouve un nombre de Piso. Alors lui, ce n'est pas un nombre de Piso, hein, parce que ses conjugués sont J racine cubique de 2 et J2 racine cubique de 2, donc ces copains de galère, là, qui sont dans la même équation, x cube moins 2. Imaginons qu'on ait un nombre de Piso, donc qui est de la forme A plus B bêta plus C bêta 2, puis après les bêta 3, ben, c'est égal à... c'est un entier, donc c'est là-dedans. Alors avec A, B, C entier, d'accord? Et supposons que ce soit un nombre de Piso. Supposons qu'on en ait trouvé un. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir le mettre à une certaine puissance n, donc à n. Donc quand je vais mettre ça à la puissance n, ben ça va rester dans Q de bêta, donc ça va s'écrire encore dans la base 1 bêta bêta 2, hein, parce que bêta est d'ordre 3, donc ici vous allez avoir un nombre an plus bn bêta plus cn bêta 2 qui va être égal à ce même nombre a plus b bêta plus c bêta 2 puissance n, et ça va être un certain nombre à n qui va être un presque entier, d'accord? Et n plus 1, pareil, vous faites pareil avec n plus 1, donc là vous avez des entiers, hein, toujours pareil, et là ça va être puissance n plus 1, et donc ça va être presque un entier à n plus 1, d'accord? Donc c'est comme tout à l'heure avec racine de 10, sauf que vous avez deux équations au lieu d'une, et vous allez en extraire une presque égalité, hein, en fait, pour bêta et bêta 2 vont être à peu près égaux à un certain B et là un certain C, qui va être un rationnel, parce qu'on va diviser par quelque chose. Donc ici, on va avoir une approximation de bêta, donc de racine cubique de 2 et de bêta 2, par des rationnels en résolvant une équation. Donc voilà pour la motivation dans les approximations diophantiennes. Hein, on comprend pourquoi ça nous intéresse, les nombres de Piso. Alors maintenant, il nous faut, pour être bien motivé, que la théorie est actuellement très solide, hein, donc voilà. Donc il y a un théorème de Piso, et puis il y a un autre mathématicien que j'arriverai pas, indien, que j'arriverai pas à prononcer, mais si vous tapez sur Wikipédia nombre de Piso, vous allez tomber dessus. Eh bien, soit alpha, un nombre algébrique réel, d'accord? Donc on part d'un nombre algébrique. Alors un nombre algébrique, d'accord, ça veut dire que il est racine d'un polynôme à coefficient dans Q. Hein, voilà. C'est tout. Et donc c'est un réel, racine d'un polynôme à coefficient dans Q. Donc on est quand même loin de ce qu'on appelle l'entier algébrique, qui doit être racine d'un polynôme unitaire à coefficient dans Z. Unitaire à coefficient dans Z. Alors, on suppose qu'il existe lambda, évidemment non nul, tel que lambda alpha n est presque entière. Donc ça, c'est cette suite géométrique. Mais cette fois-ci, le premier terme, lambda, est presque entière. Alors presque entière, on avait dit que ça va se décomposer en un entier, plus un epsilon n, qui est plus petit que 1,5, d'accord, en valeur absolue. Eh bien, voilà, eh bien, il faut que ce epsilon n, la suite epsilon n, tende vers 0. Hein. C'est ça ce qu'on appelle presque entier, on l'a défini dans la vidéo d'avant. Alors, alpha est un nombre de Piso, d'accord. Donc ça, c'est la réciproque de ce qu'on a vu tout à l'heure, donc dans la vidéo précédente. On avait vu que si alpha était un nombre de Piso, alors, bah oui, il existait lambda, puisque lambda est égal à 1, alors alpha puissance n était une suite de presque entier. D'accord ? On avait montré, c'était tout simple, avec les sommes de Newton. Voilà. Maintenant, on se paye le luxe d'avoir en plus lambda qui est forcément dans Q de alpha. Et là, si vous vous rappelez avec le nombre d'or,
ça fait sens, parce qu'on avait montré que si phi est le nombre d'or, phi puissance n, ben, c'était une suite de presque entier, hein, d'accord, c'est une suite géométrique de presque entier, ça normal, mais on en avait trouvé une autre, c'était phi puissance n, le tout sur racine de 5. Donc vous voyez que vous avez lambda égale 1 sur racine de 5, qui est presque entier, et vous voyez que ce 1 sur racine de 5 n'est pas innocent, il est bien dans Q de phi, là, puisque notre nombre de Piso, c'est phi. Puisque phi, c'est 1 plus racine de 5 sur 2, vous allez facilement obtenir racine de 5 dans Q de phi, et évidemment 1 sur racine de 5. Donc voilà, hein, si le théorème de Piso et son illustration avec le nombre d'or. Bon, c'est une réciproque qui est agréable à prouver, parce qu'on passe... Bon, ce n'est pas des lemmes trop particuliers, c'est des lemmes qui peuvent nous servir un petit peu partout. Entre autres, on utilise la résolution, vous voyez bien, ici, ça c'est utile, c'est quelque chose d'assez récurrent dans ces nombres de Piso, la résolution de ce qu'on va appeler un système de Van der Monde. Voilà. Vous allez voir que c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et maintenant, là, un autre théorème de motivation, et là, celui-là, il est important, parce que maintenant qu'on a une caractérisation, pour la motivation, il faut qu'il y en ait... En fait, c'est toujours comme ça en maths, il faut qu'il n'y en ait pas trop pour que ce soit rare, pour que ce soit bien caractérisé, d'accord? Mais il faut qu'il y en ait suffisamment pour que ce soit intéressant dans la pratique, pour les approximations diophantiennes en l'occurrence. Hein. Alors là, c'est la belle caractérisation, voilà. Et là, c'est oui, il y en a suffisamment. Donc, regardez ce joli théorème. On va prendre bêta un nombre algébrique, là c'est racine cubique de 2, si vous voulez. Réel, paf. Alors, il existe un nombre de Piso, alpha, qui engendre Q de bêta en tant que corps. Donc ça veut dire que, en gros, hein, l'existence de ce nombre de Piso là va toujours être assurée. Voilà. Donc ça, il n'y a pas plus joli. Donc je pense que vous êtes parti maintenant, vous êtes bien motivé pour l'épreuve de ces théorèmes qui sont assez sympathiques et assez instructifs.